Sauver ou respecter? Et si le vrai courage était de se taire? Un soir de juin, en Floride, sous les lustres étincelants et les caméras braquées sur lui, un prédicateur américain se dresse devant une foule galvanisée. Il lance un appel vibrant, presque solennel. Si le Nigeria ne protège pas ses chrétiens, alors l'Amérique doit agir, même par la force. Sa voix, amplifiée par les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, franchit l'Atlantique en quelques heures à peine. Bientôt, elle résonne à Abuja, à Lagos, à Bamako, jusque dans les ruelles de Paris où l'on commence à débattre avec ferveur. Dans les rédactions du monde entier, les titres claquent et s'entrechoquent. Hukoksuwotso. Et pointe secours ou invasion. La question crépite, jetée comme une allumette sur l'essence brûlante des débats politiques, religieux et médiatiques. Pendant ce temps, un silence épais tombe sur les palais présidentiels africains. Ce silence tranche avec la frénésie des plateaux occidentaux où l'on disserte longuement sur le devoir d'ingérence et la morale universelle, sur la responsabilité de protéger et sur l'héritage des grandes puissances. Mais derrière chaque mot prononcé à des milliers de kilomètres, la crainte grandit, sourde mais profonde. Où finit l'aide? Où commence la domination? À chaque appel, la frontière s'efface, fragile, vulnérable. La main tendue se change parfois en poing, la promesse de soutien en menace de tutelle. L'histoire récente regorge d'exemples où l'aide a servi de cheval de Troie. La Libye en 2011, l'Irak en 2003, la Bosnie dans les années 90. À chaque fois, la promesse de paix a laissé place à la suspicion, à l'instabilité, parfois au chaos. Ce dilemme n'est pas nouveau, mais il s'impose avec la violence d'un orage sous les tropiques. Peut-on sauver un peuple sans lui imposer sa propre voix? À vouloir protéger à tout prix, ne risque-t-on pas d'étouffer la fierté, l'autonomie, la paix fragile d'une nation? Pourtant, refuser toute intervention, c'est peut-être s'exposer à l'abandon ou se couper d'alliés précieux, comme cela a pu être le cas pour le Rwanda en 1994, lorsque le monde entier détourna les yeux. Dans cette cacophonie, un fait s'impose. Le silence des chefs africains n'est pas passivité. Il est résistance. C'est une réponse lucide, digne, face à la tentation de l'ingérence dissimulée sous le masque de la compassion. Ce silence, c'est l'exigence d'être écouté avant d'être sauvé. Il rappelle la posture de Nelson Mandela lorsqu'il refusa, dans les années 80, toute libération conditionnelle qui aurait impliqué la soumission du peuple sud-africain. La question demeure, vieille comme les empires, peut-on sauver sans respecter? Peut-on protéger sans écraser? La véritable force n'est-elle pas d'accepter la souveraineté de l'autre, son droit à écrire son histoire, même dans la douleur? Mais d'où vient ce silence? Et que raconte-t-il à l'heure où le monde entier croit savoir ce dont l'Afrique a besoin? Quand la foi se mêle à la politique, qui décide alors du destin d'un peuple? Sous les projecteurs impitoyables de la Floride, un prédicateur harangue la foule. Sa voix tranche l'air. Si le Nigeria ne protège pas ses chrétiens, l'Amérique doit intervenir, par la force si nécessaire. Bientôt, sur les écrans américains, son appel devient un devoir moral. Les plateaux télé saluent le courage, la justice, presque une mission sacrée. À Washington, certains sénateurs citent des passages de la Bible pour justifier la nécessité d'une intervention. D'autres évoquent les précédents historiques, comme l'intervention américaine au Kosovo en 1999, où la protection des populations fut avancée comme motif principal. Mais à des milliers de kilomètres, l'écho se déforme. À Lagos, les journaux titrent « Sokuku Konkus Komsimansans, secours ou occupation ». En une question, tout vacille. S'agit-il de solidarité ou du retour d'une domination sous un nouveau masque? Les médias africains doutent, compassion sincère ou prise de contrôle déguisée. Dans les rues, les conversations s'animent, chacun se remémore les épisodes douloureux où l'aide internationale a abouti à la confiscation de la souveraineté locale. L'histoire n'est pas neuve. Derrière la promesse d'aide humanitaire, des souvenirs persistants en dans les mémoires. Bosnie, Libye, Irak. À chaque fois, l'intervention fut annoncée comme indispensable, justifiée par la souffrance, la prière, la fraternité. Mais sous la compassion affichée, combien de peuples ont vu leur destin bouleversé, leur voix étouffée? L'ex-Yougoslavie, autrefois mosaïque de peuples, vit son avenir redessiné par d'autres. En Afghanistan, après des décennies d'assistance, le départ précipité des Alliés a laissé place à de nouveaux drames. Ce récit ne parle pas seulement de chars ou de soldats, il touche au cœur de l'identité nationale. Accepter l'aide sans réserve, c'est risquer de laisser l'autre écrire votre avenir, d'adopter des solutions imposées, de voir la souveraineté s'effriter lentement.
Le vrai danger n'apparaît pas toujours sur une carte. Il se glisse dans la façon dont l'histoire se raconte et dont elle se transmettra à travers les générations, dans les manuels scolaires et dans la mémoire collective. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à ce dilemme: répondre à l'appel ou choisir le silence et la retenue. Les interventions passées ont appris une leçon. La dignité ne se négocie pas, même sous le voile de la compassion. En Côte d'Ivoire, l'intervention française en 2011 a laissé des traces profondes, mêlant gratitude et ressentiment. Au Mali, l'opération Serval a d'abord été accueillie en sauveuse, avant que ne s'installe un malaise face à la durée et aux conditions de la présence étrangère. Mais dans l'ombre de ces débats, un autre enjeu s'impose. Qui a le droit de nommer la souffrance des autres, et selon quels critères? Ce pouvoir de désigner l'urgence ou de l'ignorer façonne l'équilibre du monde. Il suffit de regarder la différence de traitement entre les crises syriennes, yéménites et ukrainiennes pour saisir que la géopolitique l'emporte souvent sur la morale affichée. Et si la plus grande force n'était plus la puissance des armes, mais le courage de dire non? Cette interrogation, vieille comme les empires, résonne aujourd'hui au Sahel avec une intensité inédite. Jadis, l'aide extérieure semblait la seule issue. Désormais, certains leaders africains osent de poser une exigence nouvelle: le respect avant tout secours. Cette revendication prend racine dans l'histoire longue de la colonisation, des indépendances et des désillusions de l'aide conditionnée. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu, et au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se sont retrouvés face à des ultimatums venus d'ailleurs. Plutôt que de plier, ils ont opposé le silence, le refus, parfois même l'isolement. Leur réponse n'était ni bravade ni provocation, mais une déclaration de souveraineté longtemps bafouée. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés, mais d'être entendus. Dans les rues d'Abuja, de Bamako, de Niamey, ce refus est devenu une onde de fierté. La presse ne titrait plus seulement sur la peur d'une intervention, mais sur l'émergence d'une doctrine, celle du respect inconditionnel de la dignité africaine. Le Sahel ne s'est pas borné à refuser l'aide. Il a forgé une doctrine du respect avant le secours, une charte de la dignité qui place la liberté collective au centre de chaque choix. Cette charte, discutée dans les universités, commentée sur les ondes radio, inspire des mouvements citoyens dans toute la région. Cette vision a pris corps dans l'alliance entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Plus qu'un simple accord politique, c'est la promesse que la solidarité régionale primera toujours sur l'assistance extérieure. Ensemble, ces pays affirment que l'avenir ne viendra plus de l'extérieur, mais de la coopération entre voisins, unis par la même histoire, les mêmes épreuves, la même fierté retrouvée. Ce principe se traduit par des exemples concrets: le partage de renseignements sécuritaires, la mutualisation des ressources pour lutter contre la sécheresse, ou encore la création d'universités régionales dédiées à la formation des élites africaines, loin des tutelles étrangères. Mais cette quête d'autonomie n'est pas sans péril. Refuser l'aide, c'est parfois accepter l'isolement diplomatique, la baisse des échanges, la menace de sanctions économiques. Pourtant, accepter l'aide sans condition, c'est céder la maîtrise de son avenir. Le dilemme est cruel: sacrifier le confort immédiat pour préserver la liberté de demain. En 2015, la Grèce, confrontée à la crise de la dette, a illustré ce choix douloureux: accepter l'austérité imposée ou risquer la sortie de l'Union européenne. Le Sahel, à son échelle, fait face à des choix tout aussi cornéliens. Dans la sphère publique, le débat s'est enflammé autour d'une idée explosive: l'aide peut devenir un instrument de contrôle. Derrière chaque programme, chaque subvention, se cache souvent une attente, une exigence, une porte d'entrée pour l'influence étrangère. Les voix critiques rappellent que la compassion masque parfois le venin du paternalisme. Par exemple, bon nombre de projets d'infrastructures, financés par des bailleurs étrangers, imposent des conditions strictes sur le choix des entreprises ou la gouvernance locale, réduisant ainsi la marge de manœuvre des gouvernements africains. Cependant, la doctrine du Sahel ne se limite pas à la défiance. Elle invite à repenser la notion de partenariat. Non plus des relations verticales fondées sur l'assistanat, mais des collaborations d'égal à égal, où chaque nation garde la maîtrise de son destin. La charte de la dignité condense cette ambition: placer la souveraineté et la dignité au sommet des valeurs, avant même la sécurité ou la prospérité matérielle. Cette philosophie inspire des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à renforcer le commerce intra-africain et à réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Cette posture nouvelle bouleverse l'ordre établi. Les grandes puissances, habituées à imposer leurs solutions, doivent désormais composer avec des interlocuteurs plus exigeants, moins enclins à accepter l'aide les yeux fermés. Dans les capitales africaines, ce choix réveille une dynamique populaire.
La fierté retrouvée, l'espoir de voir l'Afrique parler en son propre nom, sans interprète ni tuteur. Des artistes, des écrivains, des entrepreneurs s'emparent de ce récit pour promouvoir une Afrique capable de se projeter dans l'avenir avec confiance. Mais ce n'est qu'un début. Car derrière le refus des chaînes dorées de l'assistance, une question demeure. Comment transformer cette dignité retrouvée en projet collectif, capable de résister à la peur de l'isolement et à la tentation du repli? L'exemple du Botswana, qui a su préserver sa souveraineté tout en développant une économie florissante, montre qu'il était possible de conjuguer dignité et prospérité. Mais le chemin est semé d'embûches. Pour que la dignité s'incarne dans les faits, il faut désormais bâtir des alternatives concrètes. C'est à ce tournant que le Sahel joue sa crédibilité et son avenir. Cela passe par l'investissement massif dans l'éducation, la recherche scientifique, l'agriculture durable, la santé publique, ou encore le développement des infrastructures régionales, comme les corridors ferroviaires reliant les capitales du Sahel, quand l'absence de réponse devient le message le plus fort. Face au tumulte des discours sur la scène mondiale, l'Afrique adopte un autre langage, le silence. Ce silence n'est ni faiblesse ni soumission, mais un acte de souveraineté. Dans les rues de Lagos, Bamako ou Ouagadougou, on n'entend pas de slogans ni de poings levés. On voit des veillées silencieuses, des bougies alignées, et sur les murs, un graffiti répété « Respect avant secours ». Ce message limpide s'est propagé comme une traînée de poudre, franchissant des barrières religieuses longtemps jugées infranchissables. Pour la première fois, depuis des décennies, chrétiens et musulmans du Nigeria se tiennent côte à côte, non pas contre un ennemi, mais pour affirmer ensemble leur dignité. Des images de femmes voilées et de prêtres brandissant la même pancarte bouleversent jusqu'aux observateurs les plus aguerris. L'union née du silence surprend même les plus sceptiques. Ce n'est pas une simple réaction instinctive. Derrière la retenue, une alliance nouvelle se dessine. Les États du Sahel, du Burkina Faso au Mali, du Niger au Sénégal, ont discrètement forgé un pacte d'entraide inédit. Cette alliance du Sahel ne vise pas la confrontation, mais la défense mutuelle et la gestion autonome des crises. Un engagement ferme à ne plus laisser l'extérieur dicter la marche à suivre, ni sur le plan militaire, ni sur la souveraineté religieuse ou humanitaire. L'exemple d'ECOWAS, qui tente de résoudre les crises par le dialogue régional, illustre cette volonté de privilégier les solutions africaines aux crises africaines. Depuis Paris, Washington ou Rome, beaucoup restent déconcertés. Où sont les grandes déclarations? Où sont les appels à l'aide? Mais c'est justement ce refus de crier plus fort qui devient la force du mouvement. La retenue, loin d'être de l'inaction, révèle une maturité nouvelle, celle d'un continent qui refuse d'être défini par les urgences des autres. L'Afrique ne veut plus être sauvée, elle exige d'abord d'être respectée. Ce choix comporte des risques. Saisir ce moment d'unité, c'est affronter l'incompréhension, parfois même l'hostilité des anciennes puissances. Certains gouvernements occidentaux voient pas d'un mauvais œil cette autonomie grandissante. La presse internationale parle parfois d'une Afrique refermée, alors qu'il s'agit d'une ouverture vers soi, d'un retour à l'essentiel, l'affirmation du droit de décider, de choisir et parfois même de se tromper. Mais si ce mouvement échoue, le continent risque de retomber dans l'ombre de la dépendance et du silence. Pire encore, voir sa voix étouffée, son avenir confisqué. Pourtant, en refusant l'assistance imposée, en construisant une unité nouvelle, les sociétés du Sahel posent une question au reste du monde. Le respect n'est-il pas le premier secours? Le défi, désormais, est de transformer cette prise de conscience en fondation solide. Comment faire passer cette unité silencieuse de la rue aux institutions? Comment éviter que cette alliance, née du refus d'être sauvée, ne soit qu'un simple épisode? La réponse peut-être se jouera dans ce qui va suivre. Une nouvelle phase commence, celle où l'unité silencieuse doit se traduire en actions concrètes. Les regards se tournent vers les premiers signes de changement institutionnel. On assiste à la création de commissions indépendantes chargées de veiller à la transparence de l'aide, à la montée en puissance des parlements régionaux et à l'émergence de think tanks africains capables de proposer des solutions originales, adaptées aux réalités locales. Et si le véritable changement commençait par la patience? Et si aujourd'hui la force ne se mesurait plus à qui crie le plus fort, mais à qui sait écouter et attendre, là où d'autres imposent l'urgence? Au Sahel, comme dans tant de régions d'Afrique, une nouvelle exigence émerge, le respect. Non plus une faveur offerte du bout des lèvres, mais un fondement absolu. Dorénavant, chaque décision, chaque partenariat, chaque mot échangé avec l'extérieur doit s'appuyer sur ce socle. Les universités se font le relais de cette exigence, intégrant dans leur cursus des modules sur la souveraineté,
l'histoire coloniale, l'économie de la dignité. Il n'y a pas si longtemps, la doctrine du Sahel vivait en marge, réservée à quelques carnets d'officiers ou à des conversations confidentielles. Aujourd'hui, elle gagne les écoles et les universités, de Bamako à Niamey. Les enfants apprennent que l'autonomie est la première des nécessités, non un luxe, que la solidarité n'est pas une dette mais un engagement d'égal à égal, que la coopération n'a de sens que dans le respect de la dignité et de la souveraineté de chacun. Dans ce contexte, le silence devient une force nouvelle. Il n'est plus synonyme de faiblesse ou de soumission. Il s'érige en stratégie, preuve que la puissance durable n'est pas toujours dans le fracas, mais dans l'attente, l'observation et la réponse mesurée. L'histoire de Gandhi, qui fit du silence et de la non-violence des armes redoutables contre l'Empire britannique, inspire nombre d'activistes et de responsables africains. Cette retenue, cette affirmation tranquille, esquisse une nouvelle grammaire des relations internationales. Ici, pas de slogans creux ni de promesses tapageuses. Seulement des choix quotidiens, des refus calmes, des actes qui parlent sans bruit. Les sociétés civiles s'organisent, créent des observatoires indépendants, développent des réseaux d'entraide locales pour pallier les carences de l'État sans attendre l'aide étrangère. Chacun peut incarner ce tournant. Dans nos gestes, dans la façon dont nous tendons la main, il ne s'agit plus de sauver ou de contrôler, mais de respecter et de laisser l'autre tracer son chemin. Cette transformation, à la fois discrète et profonde, commence avec la patience, grandit par l'écoute et s'accomplit dans la confiance restaurée. Les relations Sud-Sud, longtemps négligées au profit du partenariat Nord-Sud, connaissent un essor inédit. L'exemple du commerce entre le Nigeria et l'Afrique du Sud en témoigne. Ignorer cette révolution silencieuse, c'est risquer de manquer le rendez-vous de l'histoire. C'est laisser filer une chance unique pour l'Afrique et pour le monde entier, de réinventer le dialogue, d'éviter la spirale du mépris et de redonner parole à ceux qu'on croyait devoir protéger. Les expériences passées montrent que les modèles imposés, qu'ils viennent du FMI ou de la Banque mondiale, aboutissent rarement à des succès durables s'ils ne sont pas adaptés au contexte local. Mais la patience seule ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une lucidité nouvelle face aux défis qui persistent. Comment transformer cette posture intérieure en pouvoir d'agir collectif ? Les réponses passent par la réforme des institutions, la lutte contre la corruption, l'investissement dans la jeunesse et la formation, la promotion de l'innovation locale. Face à la tempête, que choisiriez-vous ? La main tendue du secours ou la lente conquête de la dignité ? Cette question voyage sans relâche, traversant les continents, de la moiteur des studios de Floride aux nuits étoilées de Ouagadougou. Mais la vraie réponse ne s'entend pas dans le tumulte des discours. Elle se devine dans le silence têtu de celles et ceux qui refusent d'être sauvés sans être respectés. Accepter l'aide sans exiger le respect, c'est laisser d'autres décider de ce qui compte, de ce qui blesse, de ce qui mérite réparation. Mais choisir la dignité, c'est rompre le cercle de la passivité, c'est devenir l'auteur ou l'actrice de son propre chemin. Ce choix discret, parfois invisible, forge la transition d'une nation soumise vers un peuple souverain. Il s'inscrit dans la durée, dans la lente construction d'une citoyenneté active, consciente et responsable. Le respect n'est ni luxe ni faveur. Il ne s'achète pas, ne s'offre pas comme une politesse pour se donner bonne conscience. Il est la condition première, la base solide où peuvent naître confiance, coopération, avenir partagé. Quand le respect précède le secours, l'aide devient partenariat, l'histoire s'écrit à deux voix, jamais à sens unique. Le Rwanda, après le génocide, a illustré ce principe en bâtissant son modèle de développement sur l'appropriation nationale, même si des critiques subsistent. L'histoire du Sahel, comme bien d'autres, le rappelle, aucune intervention, même portée par la foi ou la compassion, ne remplace la volonté de se relever soi-même. À chaque offre d'aide plane un risque, celui que la dépendance prolonge la domination. Le défi ultime, c'est d'éviter de perdre, avec sa souveraineté, son temps, sa confiance, sa voix. Le Vietnam, après des décennies de conflits et d'aide extérieure, a choisi la voie de l'indépendance économique avec des succès notables. Faire du respect la condition première, c'est accepter un chemin plus long, parfois incertain, mais infiniment plus digne. C'est choisir l'égalité plutôt que la dette, la parole partagée plutôt que le silence imposé. C'est reconnaître que nul n'a le monopole du courage, de l'espoir ou du salut. Les sociétés qui ont su s'affirmer, comme la Corée du Sud après la guerre, montrent que la dignité n'est pas incompatible avec le progrès. Chaque geste compte. À notre échelle, nous pouvons refuser le paternalisme, écouter d'abord, agir ensuite, appuyer celles et ceux qui dessinent eux-mêmes leurs horizons.
Le respect, loin d'être passif, bâtit des ponts plus solides que la plus grande déclaration de guerre ou la plus belle promesse de miracle. Il invite à la patience, à la confiance, à la co-création. La prochaine fois qu'une main se tend au nom du secours, souvenons-nous, la main qui construit libre et debout mérite d'abord la reconnaissance. Car une fois la dignité retrouvée, elle n'a plus besoin d'être sauvée. Elle s'impose simplement comme la loi d'une ère nouvelle. Ainsi se referme la boucle, non dans le fracas des armes ou dans l'éclat des projecteurs, mais dans le calme d'une certitude. Il n'y a pas de salut sans respect. Ce n'est pas en criant plus fort qu'on protège, mais en écoutant plus longtemps. Le vrai courage, parfois, c'est de savoir se taire, pour laisser l'autre écrire sa propre histoire. Et si ce silence, loin d'être un vide, était la promesse d'un nouveau dialogue, d'une nouvelle ère où l'aide ne serait plus jamais synonyme de soumission, mais d'alliance véritable fondée sur l'écoute, l'humilité et la confiance, à nous, désormais, d'inventer ce respect. À chacun d'en être l'artisan. Car l'histoire, la vraie, s'écrit à deux voix, et parfois, le plus beau des dialogues commence par un silence